Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. On termine l'année avec cette émission de manga oublié juste avant Noël. Prenez ça comme un cadeau de notre part, voilà. C'est ça, manga oublié, qu'on a minutieusement préparé, confectionné, parce qu'on sait que vous adorez quand on ressort de vieilles séries. Et là, on a été raisonnable, hein. On a pioché dans des séries la Génération 5DC. Génération 5DC. Des titres qui, globalement, sont sortis en France alors que la 5e de couve existe déjà. Voilà, ça veut dire que ça peut faire un petit moment. Peut-être, ça peut donner notre âge. Alors, sans doute sous une autre forme hein, que celle-ci, mais voilà, vous avez déjà peut-être la 5DC de l'époque dans les oreilles. Elle existait déjà à ce moment-là. Pour ceux qui découvrent ce format, les mangas oubliés, c'est quoi ? Ce sont nos petites perles de bibliothèque, nos chouchous mal aimés, des titres que le public a pu laisser de côté trop longtemps pour nous en tout cas, mais qui valent le détour pour X ou Y raison. Ces émissions, moi, ça me demande toujours de fouiller dans des recoins de ma bibliothèque et ça, j'aime bien. Je peux avoir tendance à oublier des petits bouts de bibliothèque parce que genre il y a le canapé qui est devant et donc il y a toujours des raisons comme ça improbables. Ou même dans mes linéaires, il y a des mangas, je suis tellement habitué à les voir que j'oublie quand c'est que 2 ou 3 tomes. Ouais, alors quand il a une telle bibliothèque chez lui que lui il appelle ça un linéaire. Moi j'attends le facing. Là vraiment c'est le niveau au-dessus. Moi je suis sur les linéaires. Mais bref, genre t'as une série en 3 tomes, même si elle est devant, mais à force de regarder tu la vois plus. Et grâce au manga oublié comme ça, on revient dessus. Bref, des règles complètement absurdes que Maxime a créées très clairement. N'abandonnez pas vos bibliothèques. Ah bah non. Prenez soin de vos bibliothèques, c'est très important. Niveau rêve. Niveau rêve aussi, c'est ça. C'est parti pour les mangas oubliés, puis joyeux Noël dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas oubliés. Salut Robin, salut Cagnard, salut Julie. Salut. Oh. Est-ce que vous êtes prêts pour la dinde, pour l'écrasé de pommes de terre aux truffes et pour les apéricubes ? Alors surtout pas les truffes. Ah ouais. Mais Non, voilà, pas de truffes. Ça, les truffes, c'est un non négatif. Bon allez, un repas qu'on adore tous à Noël. Les apéricubes. La goudale, pardon. Ça commence très mal. Oui, la goudale de Noël, effectivement. C'est tradition. Le foie gras. Moi, les escargots. Ah les ouais escargots à balles. Moi, dès que c'est dans une coquille, j'ai pas confiance. Ouais. Non, foie gras, moi j'avoue. Ouais, foie gras. Foie gras aux truffes. Non. Bah, du coup, non. Poisson fumé. Mais alors personne non. sur les apéricubes quoi. Il y a pas un Noël en famille sans apéricubes. Non, mais on est les d'accord. apéricubes, c'est marrant Julie, parce t'as que dit quoi, tu fais des devinettes, mais c'est tout quoi. Oui. Voilà. Et puis il y a C'est pas- des goûts. Non, c'est Maintenant il y a vraiment, camembert, tu vois. On va revenir sur ce qu'a dit Julie, peut-être. Poisson fumé. Bah oui, ça peut être des truites, ça peut être C'est du une saumon, viking, ça peut être. très clairement. C'est jour de fête. On Oui. sort le hareng Scroll. fumé. Scroll. Alors ce macro, je vais le fumer. Ah, Pas savoir comment. Si vous nous découvrez seulement maintenant, nous sommes la 5e de couve, le podcast culinaire hebdo, le podcast manga hebdo depuis 10 ans maintenant. Donc scrollez sur vos apps podcast, il y aura toujours une émission pour vous. Et merci à tous de nous soutenir en écoutant cette émission, même juste avant Noël ou même pendant Noël. Et si vous aimez ce qu'on fait, c'est important, laissez un commentaire, une note, un petit joyeux Noël et partagez l'épisode autour de vous. Nous voici donc enfin prêts pour ce nouvel épisode des mangas oubliés. Parce que si vous ne connaissez pas encore les mangas oubliés, et il y en a. C'est l'un de nos plus anciens formats, hein, malgré tout. Mais bon, d'ailleurs, rendez-vous sur le sens critique de la 5e de Tout à couve. fait, que je mettrai à jour après cette émission. Oui, tout à fait. Et vous retrouverez la liste intégrale des mangas oubliés dont on a déjà parlé, avec certains qui sont sortis de l'oubli, hein, car ils ont été réédités. Ouais. La légende veut que ça soit grâce à nous, mais on n'a rien pour le confirmer. Donc on va laisser ça comme ça, comme une C'est légende. nous qui avons lancé la légende. Ouais. Ouais. L'idée de cette émission, c'est donc de mettre en lumière des mangas dont plus personne ne parle ou bien trop peu à notre goût. L'esprit du manga oublié, c'est quelque chose de subtil. On l'a en nous, c'est personnel, tu vois. Chacun a son petit côté manga oublié, mais globalement, faut pas que ça soit un giga succès commercial. Hein, celui qui nous dit Naruto, c'est vraiment un manga oublié. Non. Bah, moi j'ai proposé Black Butler. Par Et là, exemple, c'est non. sur cette session. Ouais, ça ne marche pas. Bah, arrêtez de faire succès genre, c'est commercial. évident. Normalement, ça aurait dû porter à débat, tu vois. Un auteur en vogue, tu vois. On va pas sortir un Urasawa dans les mangas oubliés. C'est Urasawa, il a pas Ça besoin de dépend nous. le titre d'Urasawa. Pineapple même, Army.
On devrait faire les débats des mangas oubliés. Et puis évidemment, pas de titres qui viennent d'être réédités, parce que du coup, ils sont réédités, donc ils sont sortis de l'oubli. Tout à fait. Ça, c'est évident. Et on commence cette émission avec toi, Robin. Je ne fais pas de sommaire, vous allez découvrir ça au fur et à mesure dans nos mangas oubliés. On commence avec un titre qui se passe en Allemagne et qui s'appelle Le Couvent des damnés. Tout à fait. Le Couvent des damnés, série de Minoru Takeyoshi. C'est une série qui a initialement paru en 2015 dans le magazine Spirits, qui est un mensuel seinen édité par Shogakukan. Et en France, la série est parue chez Glénat. Le tome est sorti début 2017, si je m'abuse. Et on a eu les 6 tomes de la série entre 2017 et 2018. Et est-ce que ça s'est bien vendu? C'était un succès à l'époque quand même. Je pense que c'était un succès par rapport au... c'est ça, un petit bûcher. C'était un succès, je pense, par rapport aux attentes. Je pense que c'est pas un échec, ça c'est sûr. Après, c'est pas non plus c'est pas un best-seller de ouf. Mais il avait été annoncé en grande pompe à l'époque. En fait, il avait été, je pense, annoncé parce que c'était aussi, pour Glénat, à mon avis, un titre qui se démarquait de ce qu'il faisait et qui était aussi une proposition un peu différente. On est aussi, mine de rien, on peut déjà parler d'une époque en 2017 où le paysage manga n'était pas tout à fait le même qu'aujourd'hui. Donc je pense que c'était avant un le titre, Covid. Voilà. Est-ce qu'on parle de l'époque un peu Attaque des Titans finalement, où les récits se durcissent aussi Un peu, et c'est une époque aussi où je pense que Berserk était déjà un succès, mais c'était pas le Berserk culte de maintenant, tu vois. Donc c'était aussi des titres comme ça très noirs. C'était pas forcément des trucs qui étaient habituels. Et donc je pense qu'au final, pour cette config, c'était plutôt un succès pour l'éditeur. Et aujourd'hui, on est sur, je crois, quelques centaines de tomes par an pour toute la série. Pour toute la série, quoi. Donc je veux dire, oui, ça fait, voilà, c'est une série qui commence à être un petit peu oubliée, on va dire. Tu m'étonnes. C'est quoi l'histoire du manga? Alors, ça se passe au XVIe siècle. On est dans le Saint-Empire romain germanique, donc plutôt Europe centrale, en pleine période de chasse aux sorcières. Et on suit la jeune Ella, qui est une jeune fille qui va avoir un destin assez tragique, qui va être abandonnée, vendue, puis adoptée par une femme qui va vraiment s'occuper d'elle et lui donner finalement l'amour qu'elle n'a pas pu avoir beaucoup dans ce monde horrible, jusqu'à ce que cette femme soit elle-même accusée de sorcellerie, parce que c'était un peu la rebouteuse du village, celle qui aidait un peu les gens. Puis au final, forcément, c'est ces femmes-là qu'on traitait de sorcières à l'époque. Et donc, Ella n'en a pas fini dans ses épreuves après avoir vu sa mère être accusée de sorcellerie et donc exécutée pour ça. Et Ella finira finalement dans ce fameux couvent qui donne le titre à la série, qui est un couvent pour enfants de sorcières, c'est-à-dire voilà tous les enfants qui Poudlard. C'est Pas trop. Non, c'est pas des enfants sorciers, c'est des enfants de sorcières. Et donc elle va se retrouver dans ce couvent qui est vraiment une espèce d'établissement horrible, très violent, avec des règles affreuses, des enfants qui sont plus ou moins torturée, on pourrait dire, et là, qui est quand même une jeune fille qu'on a suivie jusqu'à ce moment du manga, une jeune fille quand même assez dégourdie, assez énergique, et surtout maintenant habitée d'une rage inextinguible, comme dirait le résumé de l'éditeur, j'aimais bien ce mot. Elle va organiser une espèce de rébellion, enfin en tout cas elle va vraiment c'est un peu organiser la révolte chez les pensionnaires de ce couvent, et chez les bonnes sœurs, et puis essayer chez les bonnes sœurs, et essayer de mener à bien sa vengeance, parce qu'au final elle va comprendre que la figure un peu tutélaire du couvent dans lequel elle est, c'est un peu la figure qui va être responsable de la mort de sa mère adoptive, et donc on pourrait dire qu'elle va trouver son émancipation, et là dans le sang et la fureur, jusqu'à devenir finalement le modèle de ce que sera la Vierge de Fer, qui est un fameux instrument de torture dans lequel on mettait les vilaines filles. Très sympa, ce petit élément de torture. Et là, qui est super vénère, elle est tellement vénère, ça se voit même sur la couve du tome 1, elle est vénère. La couve du dernier tome, elle est encore plus vénère. Tu pouvais être plus vénère que ça. En plus, on découvre le LSD comment est fabriqué le LSD dans ce manga, c'est top. On connaît l'auteur, l'autrice? Alors, l'autrice, quand la série est sortie, était inconnue. C'était sa première série. Donc c'est une autrice. Donc cette série qui s'appelle Engoku no
Fester, je sais pas comment on dit En allemand. mais voilà, ce qui est le titre original. C'est sa première série. Série qui avait été reconnue à l'époque par des mangaka assez célèbres comme Hiromu Arakawa, célèbre autrice de Fullmetal Alchemist. Mais Il y aussi, avait un bandeau aussi. Ouais. voilà, Makoto Yukimura de Vinland Saga et l'auteur de Atom the Beginning et l'auteur de Okami Rise, je crois. Et donc voilà, c'était aussi un manga qui était auréolé un petit peu de ce côté manga qui est quand même reconnu par ses pairs, donc ce qui donnait une aura assez stylée. Mais c'est vrai que elle s'est fait beaucoup remarquer à l'époque. D'ailleurs, j'ai réécouté l'émission, on en avait un petit peu parlé de Le Couvent des damnés. On disait, je pense qu'on va en réentendre parler de cette autrice. On n'en a pas du tout entendu parler. Après, je crois qu'après, c'est pas elle qui a fait un manga sur avec des mechas et ensuite elle a fait un truc sur un mec qui soigne avec les plantes. Voilà, en fait moi la seule actu que j'ai trouvée c'est effectivement une série annoncée en 2022, donc tu vois c'est quand même un petit moment après la fin de sa série précédente, qui est effectivement cette série basée sur les plantes mais qui n'est toujours pas dispo en France, donc voilà, pour l'instant l'autrice n'a pas... Et on se demande pas pourquoi tu vois le sujet. Voilà, et je crois qu'elle a fait du mecha entre temps et effectivement okay. Commercialement en France c'est quand même toujours très compliqué. Voilà, mais tout ça c'est dommage parce que Le Couvent des damnés, c'était vraiment très bien. on était un peu dans un mix assez stylé, je dirais. À l'époque, on avait dit entre Princesse Sarah et Berserk. Mais ouais, je trouve qu'il y a un peu ce côté Berserk dans le côté, effectivement, la noirceur. Le premier chapitre, il est abominable, vraiment. Genre, et là, il lui arrive tous les trucs les plus horribles qui puissent exister. En plus, on est vraiment dans, encore une fois, voilà, ce contexte Europe centrale, chasse aux sorcières. Tu dis, la mort est au coin de la rue, mais vraiment, déjà parce que tu peux choper n'importe quelle maladie. Et en plus, à un moment donné, l'église, elle peut te prendre en grippe et tu peux crever du jour au lendemain comme ça. Il y a vraiment cette espèce de contexte, il est super bien retranscrit, mais en même temps il y a aussi ce côté emprisonnement dans ce couvent, les règles le côté carcéral et comment toutes ces jeunes femmes vont finalement créer de la solidarité aussi à travers ces épreuves là, ou pas d'ailleurs, et donc il y a ce côté un peu prison break, parce que voilà, finalement elle a un peu ce côté aussi très débrouillarde pour essayer de trouver des combines pour voir comment s'évader, pas forcément s'évader, mais en tout cas trouver sa voie dans cet univers-là. Et pas de côté Promise Neverland. Certains auraient aimé que Promise Neverland tourne comme Le Couvent des damnés tourne. En fait, le truc, c'est que il manque un peu quand même la sauce shonen au Couvent des damnés. C'est vraiment rien de très... tu vois, je sais pas... le seul parallèle, c'est qu'on est effectivement dans un univers clos et des gens qui doivent essayer d'en sortir, mais Le Couvent des damnés, il n'y a pas du tout de fantastique, il n'y a pas du tout de côté personnage lumineux qui va driver les personnages à travers elle et tout. Pardon, et je trouve en fait qu'à l'inverse, ça démonte un peu ça. Parce qu'il y a des personnages, justement, on leur porte des charges fantastiques. Et en fait, on te montre que non, tout est construit, que tu peux facilement manipuler les gens. Et peut-être c'est ça, en fait. Comment dire, c'est pas tant un parallèle avec Promise Neverland, c'est plutôt une espèce de revers de la médaille, quoi. Ouais, après, je sais pas, je pense que c'est à mon avis, c'est une erreur d'interprétation, dans le sens où je pense que ça s'adresse pas du tout aux mêmes personnes, quoi. C'est pas... Et c'est juste un récit d'évasion. Ouais, voilà. Tu peux faire le rapport très simple. Oui, voilà, mais par contre, à part ça, on est clairement là dans cruauté et évasion. Dans une série totalement seinen. Ne faites pas lire ça à vos enfants, quoi. Genre vraiment, c'est très très dur, quoi, Le Couvent des damnés. Mais voilà, malgré le côté très terrible de ce qui est raconté, je trouve que moi, c'est un truc qui m'avait beaucoup plu à l'époque, c'est qu'il y a quand même une espèce de souffle d'énergie dans ce personnage d'Ella, qui a vraiment un truc quand même très magnétique, quoi, dans son côté prête à tout, quoi. Elle a vraiment à la fois dans son regard, comme tu disais, Max, c'est un truc sur lequel je pense l'autrice a vraiment travaillé pour rendre son personnage très très charismatique. Et puis aussi dans l'énergie qu'elle a, la rage qu'elle a à l'intérieur d'elle, il y a un truc, tu as envie de la suivre pour dire mais jusqu'où elle va pouvoir aller, et puis surtout jusqu'où je vais être capable de justifier ce qu'elle va faire par rapport à tout ce qu'elle a vécu, parce que forcément tout ce qu'elle fait, tous les actes qu'elle fait, c'est aussi un résultat de tout ce qu'elle a subi. Mais en même temps, t'es toujours un peu pris dans ce dilemme un peu moral de dire oui, mais bon, il y a un moment quand même, en plus souvent ce dilemme est renforcé par le côté religieux, tu vois, du truc, les responsabilités de tes actes et tout, et franchement tout ça
est vraiment assez passionnant à suivre. Et quand tu le lis, à un moment donné, t'as envie qu'elle s'en sorte vraiment. Mais t'as envie qu'elle s'en sorte et en même temps tu te dis mais bon, si tu fais ça peut-être que pas. Et enfin la fin à ce niveau-là elle est quand même assez terrible aussi. Et puis en fait il y a aussi, moi ce qui m'a pas mal plu c'était tout ce contexte historique mais aussi géographique, parce que c'est vrai que c'est une zone qu'on connaît pas très bien, ce côté Saint-Empire romain germanique. On connaît un petit peu les composantes historiques du truc, on sait que c'est là qu'est né le protestantisme et compagnie, mais vraiment je trouve dans une grammaire manga c'est assez intéressant de voir comment l'autrice va réussir à nous restituer un peu tout ça. Je parlais de la violence de tout ce qu'il y a, l'église, les tortures, les méthodes de torture, tout ça est vraiment quand même détaillé de manière assez significative. Mais voilà, t'as plein d'anecdotes type tu parlais du LSD, tu vois, c'est effectivement les premières on va dire contamination ou hystérie collective liée à l'ergot de seigle, qui est donc la maladie qui va faire avoir des hallucinations aux gens, c'est né effectivement ici, tu vois, et à cette époque-là, quoi. Donc je trouve que l'autrice, elle a amené un peu toutes ces informations de manière assez habile, quoi. Et alors pourquoi, alors qu'il avait eu vraiment du succès pendant les premières années, à ton avis, on l'oublie peu à peu? Je pense que voilà, c'était des ventes correctes, c'est pas des ventes folles non plus. Je parlais quand même de la vie qu'a la série aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être lié au fait que c'est une série quand même qui était courte, qui est finie maintenant depuis 7 ans. Et puis si le fond ne tourne pas, ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment conseillée par les libraires, donc les gens n'en entendent plus parler. Donc en fait, c'est un peu un oubli naturel, quoi. Il y a un truc un peu... Il n'y a pas eu d'adaptation animée à ma connaissance, ou un truc qui aurait pu aussi permettre à la série de se démarquer. Il y a quand même un contexte super sombre et tout, donc forcément c'est pas un truc que tu as envie de recommander comme ça aveuglément, parce que faut aussi être un peu accroché, quoi, avant de se lancer dedans. Et puis je me dis peut-être le dessin, il y a des qualités dans le dessin, mais il y a quand même aussi beaucoup de maladresse. Des trucs qui sont pour moi comblés par le fait que l'histoire est assez prenante et la narration fonctionne super bien. Mais il peut y avoir un côté un peu rebutant par moment, plus le côté violent. Donc peut-être ça aussi, ça peut jouer sur le fait que la série a été oubliée, quoi. Pourquoi le sortir du chapeau maintenant? Parce que je pense que c'était un manga assez précurseur sur cette question quand même de la condition des femmes, de la violence faite aux femmes. Faut se rappeler que c'est quand même un manga qui a été écrit avant le mouvement MeToo, parce que c'est sorti en 2015 et MeToo c'est plutôt... Enfin, MeToo existait avant, mais je veux dire, ça a surtout explosé au moment de l'affaire Weinstein qui était en 2017. Donc c'est assez intéressant à relire aussi aujourd'hui, après avoir un peu vécu tout ce mouvement-là, et le fait que la condition des femmes est aussi un sujet qui est revenu beaucoup plus sur le devant de la scène qu'avant. Et en même temps, ce qui me plaît, c'est que c'est pas non plus une œuvre à thèse. C'était pas l'intention de l'autrice de forcément faire un truc féministe, tu vois. Je pense que c'est quand même une œuvre malgré tout féministe, mais qu'il est un peu pas forcément... Enfin, je dirais pas malgré les intentions de l'autrice, mais je pense pas que c'est une volonté à la base, quand elle a écrit cette histoire, de vouloir faire un manga féministe. C'est juste qu'elle avait envie de mettre en scène une héroïne qui traverse tout ça, et aussi de questionner finalement toutes ces contradictions passionnantes qui sont sur justement la nécessité de la violence, qu'est-ce que la vengeance a à voir avec la justice, enfin tu vois, tout ça dans un contexte religieux, encore une fois, donc la foi, en quoi tu crois et compagnie. Et puis il y a aussi moi un truc qui me plaît et qui je pense est intéressant, c'est ce côté mettre en scène la violence au féminin aussi. C'est un truc qui est assez rarement abordé en manga, et puis voilà, là pour le coup c'est un manga qui traite cette question-là de manière assez frontale, et graphiquement voilà, j'ai dit que ça pouvait être un manga un peu rebutant, mais en même temps je trouve que même si c'est assez inégal, il y a quelque chose d'assez viscéral aussi dans cette approche graphique de la violence qui je trouve rend la lecture encore super efficace aujourd'hui, quoi. Ça s'appelle Le Couvent des damnés, c'est en 6 volumes aux éditions Glénat. C'est toujours édité, c'est toujours imprimé. Et puis c'est une série courte, donc en vrai, si vous cherchez un peu un manga original qui vous demande pas un engagement non plus de dizaines de tomes, vous pouvez y aller, quoi. La suite maintenant avec un manga qui s'appelle Shikigami. Shikigami, c'est signé par un certain Toshiaki Iwashiro. Ce nom doit vous dire vaguement quelque chose. Shikigami est sorti chez Panini en janvier 2017 pour le tome 1, et c'était prépublié dans le Weekly Shonen Jump. Sur la couve du mag, au lancement de Shikigami, le héros du manga partageait l'affiche avec Naruto ou Deku de My Hero Academia. Ça fait 5 tomes, ça nous replonge dans une autre époque. Côté vente, c'est assez le néant, en tout aujourd'hui, depuis la sortie. T'es sûr de vouloir le dire? On est sur environ 6000 exemplaires de l'ensemble des volumes de la série en 8 ans.
C'est pas énorme. C'est pas énorme. Le cadeau de Noël parfait pour votre fin d'année. Tout à fait. Shikigami, on commence dans ce manga par une sombre histoire de meurtre et de tueur en série qui fait la une des journaux. Et une jeune femme qui vient de lancer son cabinet de détective privé voit ça comme une aubaine. Elle peut arrêter le tueur, elle peut sauver des vies et en même temps elle lance son agence, elle la met sur des bons rails. Parfait. Sauf qu'elle tombe très vite sur Kyosuke Kagami, un jeune garçon étrange avec un renard et des espèces de petits bonhommes. Et lui, il est dresseur de Shikigami. C'est des esprits surnaturels qu'il peut dresser, il fait plein de trucs avec. Et Mako, la détective, et donc Kagami vont faire équipe pour débusquer le tueur d'abord, puis surtout ensuite découvrir une machination qui est bien plus grande. Derrière tout ça, on est donc sur un shonen d'action surnaturel avec un déploiement des codes super bien mis en place par Iwashiro. Ce manga, c'est comme des chaussons bien chauds. Tu sais, les chaussons que t'as pu mettre genre au micro-ondes avant, tu les mets. Oh, Les charentaises. c'est. Tu les mets pas au micro-ondes, les Non, tu les charentaises. mets pas au Tu vois, micro-ondes, mais ça c'est chaud qui t'apportent assez de la rapidement, chaleur et qui sont confortables. Enfin, voilà. C'est vraiment confortable ce manga. Shikigami, c'est de l'action, c'est de l'aventure. Et donc, c'est. Oui, Bah. alors qui est cet auteur Mais hein tu Tu m'intrigues. m'intrigues. Nous n'avons jamais entendu parler de cet auteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour ceux qui n'ont pas fait le lien, c'est l'auteur de Psyren. De quoi C'est Psyren. C'est aussi celui qui a eu pour assistant un certain Tamura, auteur de Beelzebub. Un assistant qui s'appelle Yuki Tabata, auteur de Black Clover. Un assistant qui s'appelle Naoya Matsumoto, auteur de Kaiju 8. Et j'en passe, et des meilleurs. C'est donc un maître en code du Jump de cette époque. Et je dis de cette époque parce que désormais, il produit plus trop d'histoires, en tout cas pas pour l'instant, ou en tout cas pas sous son nom. Et il est vraiment très fort, ou il était vraiment très fort pour introduire des personnages, un univers et des chara-design vraiment impactants. Rien que dans le premier tome là, de Shikigami, tous les esprits sont stylé, vraiment stylé, ça va piocher dans plein de codes de la pop culture et c'est servi sur un plateau. Moi j'adore, je suis trop fan de cet auteur et de ce qu'il faisait sur Shikigami, et j'adore un truc qu'il sait bien faire avec ce manga, et c'est évidemment pas le seul à faire ça, hein, mais au tout début, page 1 du manga, il te met une image du futur de la série avec un petit texte. Le futur. Le futur, effectivement. En l'occurrence, là, c'est une ville détruite, monde désolé et tout. Tiens, un monde désolé. Et là, t'as juste une des peluches qui sert d'incarnation au Shikigami. Tiens, une peluche. Non, là, Non, ça marche pas, là. J'aurais tenté. qui sert d'incarnation avec un texte du genre 100 ans après. Et là, tu fais comment on arrive là? Il sait nous attraper Évidemment. avec des trucs comme ça. Donc page 1, tu te dis ok, va y avoir une giga baston à un moment, ça va détruire le monde, j'achète, je suis trop content. Et peut-être même de la manipulation temporelle, on sait pas s'il y a vraiment 100 ans, etc. Bref, tu te dis je veux le lire. Ensuite, c'est assez symbolique d'un classicisme de ces années-là, avec ce jeune héros entraîné par sa famille. On était même sur la fin d'une époque, je pense. La fin d'une époque Jump, hein. Avec le jeune héros, donc c'est vraiment le jeune héros entraîné par sa famille dans une montagne mystique qui est capable de faire 500 bornes à un pied en un jour. Enfin, ouais, mais c'est normal, en plus je me suis perdu. Mais oui, en plus tu t'es perdu. Mais ça marche, c'est rodé, c'est dynamique, c'est vivant, c'est parfois amusant quand ça part en bagarre. Là, par contre, attention aux yeux, parce que en termes de bagarre, il se place bien là. Ah oui, c'est hyper bien chorégraphié pour le coup. Et c'est marrant parce que là, pendant que t'en parles, ça me fait penser que est-ce que Phantom Buster est pas un peu un héritier Phantom Buster est une forme d'héritier, mais exorciste, bonne ambiance. Mais d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, d'aujourd'hui. La différence, c'est que dans Phantom Busters, manga qui est sorti donc cette année aux éditions Kiun, on est avec une bande de 4 potes et ils n'ont pas encore vraiment trop de fil rouge. Oui. Là, le fil rouge, c'est chapitre 2. Mais c'est là que tu vois le talent de l'auteur, parce que ok, Psyren fait 19 tomes, quelque chose comme 16. ça. Là, 16, là, c'est quand même une leçon, parce que c'est une vraie série complète. Pour le coup, elle marche vraiment très bien. Et comme tu dis, il a un savoir-faire qui fait que le mec est capable d'être court, concis et intense en même temps. Et ça, c'est vraiment un des gros avantages de cet auteur. Il sait faire. Son petit message à la fin du tome 5, c'est cette série n'aura pas duré très longtemps, mais au moins, j'aurai eu le temps de lui donner une fin en bonne et due forme. J'aime bien, il commence comme ça. Tiens. Il avait quand même réussi, on lui a donné le temps, ou en tout cas il a pris là où il a réussi. Ça aussi, c'est pas évident. Quand la série s'est lancée, nous on y croyait, non? Enfin, on croyait à une série un peu longue ou on le savait? Non, on le savait. On savait Okay. que c'était sur la fin, mais sauf que ce qu'on savait pas à ce moment-là, enfin, on le savait, mais on n'osait pas se l'avouer, c'est que c'est une sortie qui était éditée par une série qui est toujours éditée par Panini. Et à ce moment-là, ils étaient vraiment très très bons, c'était vraiment excellent même pour foirer leur lancement. Ouais, c'est vrai. Ils ont réussi à foirer Demon Slayer la première fois qu'ils l'ont sorti quand même.
C'est sorti la Non, même année. Hein. bah, Shikigami Demon Slayer, Oui, c'est sorti la je me même rappelle, année. j'ai- Ils ont réussi à foirer les deux lancements. Les rôdeurs de la nuit. tu veux dire. Eh ben, je me permettrais de rajouter Mako, l'ange de la mort. Bon, alors, Évidemment. on peut pas dire qu'ils l'ont foiré non plus. Non, parce qu'après mais- l'auteur s'est arrêté. Mais... Et donc, tu dirais que c'est pour ça que ça a été oublié Ah bah ouais. En plus, il y avait un line-up de malades cette année. Bref. Puis en plus, il y avait un peu de déjà vu. Parfois tu te dis tiens ça me fait penser à Shaman King, tiens ça me fait penser à si, en plus tu prends cette voix là au moment où tu te dis ça, et c'est un peu enfantin. Et à cette époque en France, ce que tu disais Cagnard tout à l'heure, on était un peu dans l'époque Attaque des Titans, on commençait à chercher des choses un peu plus brutes, un peu plus dures, ou plus dans le concept, à chercher des choses un peu moins, on voulait s'éloigner du classicisme qu'on avait dégusté pendant pas mal d'années. Oui, je pense il y a un peu de ça, c'est que alors que tu es dans Psyrène, il nous a montré qu'il savait très bien gérer le côté apocalyptique, désespoir et compagnie. Justement, c'est trop grande différence entre le héros et les méchants. Dans Psyrène, on a tout ça. Dans Shikigami, effectivement, tu sais que ça va bien se passer. De toute façon, même la couve du tome 1, ça va bien se passer. Et effectivement, c'est comme tu Et la dis. couve du tome 5 est stylée. Hein. Bah, c'est une couve collective, quoi, au final, comme toute bonne couve de dernier tome de série. Mais c'est vrai qu'elle a toujours ce truc hyper efficace. Vraiment, quand je lis le cadeau de Noël parfait, quand tu as un pote qui lit du manga, qui adore le shonen, si tu veux être sûr de lui offrir un manga qu'il ne connaît pas, offre-lui Shikigami. Et il va kiffer en plus, parce que c'est vraiment une très bonne série. Parce que quoi. s'il connaît, il t'en a déjà parlé. Oui, c'est ça. Il t'en a parlé forcément parce que même dans le classicisme, c'est tellement bien fait, tellement bien exécuté qu'on s'en souvient quand on l'a lu. Évidemment. Alors pourquoi Pourquoi j'en parle maintenant Bah oui, pourquoi t'en parles maintenant? Parce que Psyrene a son animé l'année prochaine, Ok. en 2026. Pourquoi t'as pas parlé de ça? Mais comme tous nos auditeurs, l'intégralité de nos auditeurs ont déjà lu tous les tomes de Psyrene, j'allais pas leur en reparler, évidemment. Surtout que c'est pas un manga oublié, c'est un succès critique, c'est un succès incroyable, Psyrene. La preuve, il y a un animé l'année prochaine, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc je propose de revenir sur Shikigami. J'aurais pu proposer Mihiru Ito, qui est son manga précédent, mais non, je passe sur Shikigami, qui est peut-être un peu plus facile à trouver. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Mine de rien, Shikigami est trouvable encore, j'imagine, là maintenant. En neuf, en e-book, en occasion. Attention, il y a quand même des mecs ou des algorithmes qui tentent de vendre des tomes à 400 €. Ça veut pas dire que ils sont pas trouvables. Je deviens millionnaire, Maxime, tu m'entends? C'est fini, je quitte le podcast. Allez. C'est juste des mécanismes de il y a pas assez de personnes qui l'achètent, donc ça fait monter le prix, ainsi de suite, parce que l'algorithme est non plus pas très intelligent, même s'il est artificiel, et il va croire que c'est demandé alors que pas du tout. On est d'accord que même si c'est un manga qui est excellent et que j'adore, il ne vaut pas 400 €. Non, bah c'est surtout Mais que tu aucun peux manga. l'avoir. Oui, aucun manga, mais surtout que tu peux l'avoir à 4,50 en numérique. Hein, donc, Le prix d'un stagiaire, 400 € quand même. donc voilà. À l'année. Oui, Oui, exactement. J'ai cru que sinon ça aurait été beaucoup trop cher. Cagnard, garde la parole parce que c'est Noël. Et donc, qu'est-ce qu'on a à Noël? On a le père. Père Fouettard Incorporated. Ah oui, c'est pas le Père Noël. Quelque part, si, c'est un petit peu le Père Noël. Alors, Père Fouettard Incorporated. L'auteur, c'est Hikaru Nakamura. Il a été édité au Japon. Il est édité au Japon par Shueisha, et en France, c'est chez Kurokawa. Il y a 9 tomes en France. La série est en cours, donc, et au Japon, c'est la même. Sauf qu'il y a déjà 11 tomes. Alors, faut dire un truc, c'est que normalement, dans les mangas oubliés, on fait pas de série en cours parce que comme elles sont en cours, elles sont pas oubliées. Sauf que le rythme de parution de 1 tome par an fait qu'on a tendance à quand même beaucoup l'oublier, ce manga. Bah, celui-ci, c'est un angle mort. C'est vraiment un angle mort parce qu'il est oublié tout le reste de l'année et on s'en souvient vraiment que au mois de décembre. Donc c'est une espèce de marronnier qui revient. On peut l'oublier tous les ans, quoi. C'est quoi l'histoire? Alors en gros, vraiment, l'histoire a pas tant d'importance au début du manga. C'est vraiment le Père Noël a disparu et en gros, pendant l'absence du Père Noël, il a été remplacé par le Père Fouettard. Père Fouettard qui est censé punir les mauvais enfants qui n'ont pas été sages et compagnie. Et du coup, au début du manga, on va suivre l'itinéraire et l'arrivée de Miharu Ino, qui est fraîchement débarqué dans ce qu'on peut appeler une entreprise, parce que l'entreprise du Père Noël est considérée vraiment comme une espèce de start-up. Peut-être pas start-up, mais entreprise classique. Et on va suivre Miharu, du coup, qui rentre dans une nouvelle entreprise, qui évidemment ne pensait pas que cela pouvait exister. Mais on va avoir vraiment le parcours professionnel du jour 1 d'un employé, quoi. Hikaru Nakamura, c'est un nom qu'on a déjà vu
Oui, parce que l'autrice était connue avant déjà. Elle avait publié Les vacances de Jésus et Bouddha chez Kurokawa, qui un de ces quatre peut-être fera l'occasion d'un manga oublié. Mais pas d'un mien. Parce que, en fait, moi, j'ai jamais trouvé ça très, très ouf, les vacances de Jésus et Bouddha. C'est pas que c'est un mauvais titre, hein, au contraire. Mais j'ai toujours trouvé, j'ai du mal à me dire que c'est la même personne qui a fait ces deux bouquins, alors que les deux sont dans l'humour. Mais je trouve que les deux n'ont pas du tout la même ambition. Ça joue pas sur les mêmes cordes de l'humour, je pense. Alors, si, sur certains gags, vraiment, parce que t'as de l'absurde dans les deux quand même, mais il y a un truc beaucoup plus posé, beaucoup plus planant dans les vacances de Jésus et Bouddha, alors que Père Noël, c'est un titre hystéro, quoi. C'est un titre vraiment hystérique, ça va à 200 à l'heure. C'est l'entreprise, ça. Oui, mais il y a le côté entreprise qui va là-dedans, et du coup, c'est vrai que, tu vois, typiquement, voilà, moi, il y a une série que j'adore et l'autre, tu vois, Les vacances de Jésus et Bouddha, que j'ai lu, qui n'est pas une de mes séries préférées, mais je trouve que c'est vraiment quand même très différent. C'est très différent dans l'approche, quoi. Je vais donner quelques infos en vrac comme ça. Elle adore les Gardiens de la Galaxie. Je suis Groot. Non, je m'appelle Groot. Déjà, Je j'ai réussi à s'appelle rater. Groot, normalement. J'ai réussi à rater 2 fois cette phrase. Elle est fan d'Akira Toriyama, donc ça me paraît pas hors sujet. Et il y a plein de. Elle adore aussi, enfin, elle le cite comme une de ses inspirations, le mangaka de Karakuri Circus. Là, je viens d'inventer le blaze, non ? Fujita. Oui, Ouais. c'est Fujita. Et je trouve qu'il y a un côté dawa, comme chez Stotter, tu vois. C'est un peu n'importe quoi, ça va un peu dans tous les sens. Mais en fait, peut-être qu'il y a un scénario derrière. Pourquoi t'aimes tant ce manga ? Avant tout, c'est vraiment une source de gags absurdes, je trouve, sans fin. Dans cette idée, alors au début du manga, en tout cas, il y a un concept que je trouve vraiment génial, et j'ai déjà abordé ce manga plein de fois, mais essayez de vous concentrer. Cette idée est vraiment trop bien. Donc quand tu rentres chez Père Fouettard Incorporated, tu dois fournir des cadeaux, mais à des enfants qui sont mauvais. Donc l'idée est de trouver le meilleur cadeau juste à côté de la plaque. Et je trouve vraiment cette idée géniale, parce que en fait, c'est quelque chose que j'ai appliqué dans ma vie. Quand j'ai dû faire des cadeaux à des gens que j'appréciais pas trop, je faisais exprès de miser, tu sais, à 10 cm de ce qu'ils voulaient, tu vois. Juste pour qu'ils aient ce petit thrill de « Ah, j'ai cru que j'allais avoir ce que je voulais ». Et non, parce que tu le mérites pas, en fait. Tu n'es pas une bonne personne. Globalement, donc, quelqu'un qui adore le soda, tu lui offres un soda light. Je lui offre un kombucha, tu vois. Ouais. Histoire que ça soit bien amer et qu'il pense à moi pendant l'amertume, tu vois. Ok, je comprends. Et alors, à ton avis, pourquoi on oublie ce manga chaque année ? On l'oublie parce que en fait, je pense qu'il était oublié dès la sortie. C'est même pas genre il est devenu oublié maintenant. Je pense que déjà il y a vraiment un truc avec Noël. Je trouve que ça parle pas spécialement en thématique manga. Alors au max dans les shonen traditionnels, on va dire, tu vas avoir un chapitre sur Noël, mais un manga sur Noël. Surtout dans les comédies romantiques, en fait. Dans les comédies romantiques, mais même dans les shonen de sport, tu vois, ou autre, t'as souvent spéciaux, ouais, voilà, t'as le petit épisode de Noël, mais ça pue l'épisode filler quand même, tu vois. Ouais, tu le vois plus en animé que dans le manga. Tu te dis qu'il va pas se passer grand chose dans ce chapitre, et là quand tu te dis que c'est vraiment toute la thématique du manga, je pense que ça parle pas spécialement, et je pense que moi le premier ça me parlait pas trop, parce que tu vois les TD films de Noël, j'aimais bien ça quand j'étais petit, mais c'est pas ce que je cherche quand je lis un manga. Je veux pas quelque chose comme ça. Puis voilà, on rajoute à ça, comme tu disais, la publication d'un tome par an. Je pense vraiment les derniers lecteurs de cette série, ils sont activement recherchés par l'éditeur Kurokawa, quoi. Genre, prouvez-nous que vous existez encore. Et donc c'est pour ça que j'aime bien chaque fois refaire une petite ode à Père Fouettard. Genre, on existe, on est là, et le manga est vraiment très bien, quoi. C'est que maintenant il y a des chaînes de télé 100% téléfilms de Noël. Oui, et je suis même tombé très récemment sur une chaîne de TV 100% telenovelas. Et c'était bien ou pas ? C'était génial. Je dois avouer que c'était génial. Avec toujours cette magie de... je suis arrivé dans la série, il y avait déjà 10 saisons. On était avec des collègues et on a direct compris ce qui se passait. Mais vraiment direct. Ils sont forts. En vrai, c'est fort de réussir à écrire comme ça. Revenons à Père Fouettard. Pourquoi on le sort de l'oubli maintenant ? Parce que c'est Noël. Et c'est vraiment un des rares titres qui a la thématique de Noël c'est le moment. Mais est-ce que t'as été sage ?
Ouais, c'est pas sûr. Hein. Moi ? Ouais. Ah, mais le Père Noël, il passe pas me voir. Ah. Attends, ça fait un moment. Il distribue pas de cadeaux dans la rue, déjà, d'une. Mais si jamais vous êtes quelqu'un qui va passer un Noël difficile et on sait que ça existe, où on sait qu'on va aller au repas de Noël et ça va être compliqué, où on est tout seul parce qu'on va pas forcément fêter Noël et que forcément c'est aussi un petit peu triste, c'est toujours un putain de shoot d'humour que je conseille qui vraiment te donne le smile et aussi te fait relativiser sur Noël. Genre, Noël, c'est pas si important que ça peut aussi être une histoire complètement absurde qui va te faire beaucoup rigoler, quoi. Si on mélange téléfilm de Noël, telenovelas et Père Fouettard Corporated, qu'est-ce que ça donne ? Il existe un film japonais qui est sorti en 2022. Bon, alors, en vrai, ça tient plus du drama que du film, mais ça a le mérite d'exister. Et je me suis dit que du coup, cette année, j'allais regarder le drama. Oui, allez, on va appeler ça le drama pour Noël, parce que moi avant, j'adorais vraiment regarder les films de Noël. J'ai compris qu'en fait, je faisais ça dans le vide, que ça n'avait aucun intérêt. Et cette année, je me suis dit, en vrai, vas-y, regarde-en un. J'ai pas envie d'en regarder un de Netflix, tu vois. Ils sont pilotés de fou. Non, qu'est-ce que je raconte, tous les téléfilms de Noël sont pilotés de fou. Mais je me suis dit, bon, allez, en vrai, ça sera peut-être un petit peu drôle au moins. Père Fouettard, donc aux éditions Kurokawa, tout est toujours disponible. Oui, tout est encore disponible, c'est 7,95€ le tome. Et ça m'arrache le cul de le dire, mais si tu le veux d'occasion, il coûte 2,75€. Il y a même moyen de gratter encore. Bon, je pense que ça peut descendre. L'algorithme n'a pas compris que ce titre avait au prix d'une orange, quoi. Ouais, c'est ça, je pense. La suite de nos mangas oubliés, c'est avec un titre qui s'appelle Kedamame, l'homme venu du chaos. Julie, dis-nous tout. Bonjour. Alors, c'est une petite série en 4 tomes qui était parue donc chez Glénat, chez nous, et qui vient de chez Shogakukan, comme beaucoup des titres qu'on a sélectionnés aujourd'hui. Il était prépublié dans le Big Comic Spirit en 2014. Et nous, on l'a eu à partir de 2018. Et donc, ça a été écrit par Yukio Tamai et traduit par Yohan Leclerc. L'histoire de Kedamame, qu'est-ce que ça donne ? Alors, c'est difficile sans spoiler un petit peu, mais donc ça commence en 1246 avec une série de meurtres horribles où un saltimbanque, une sorte de manchot qui s'appelle Kokemaru se présente comme le garde de corps de danseuses et d'une danseuse en particulier qui s'appelle Mayu, qui est vraiment une très jeune fille. Et très très vite, en fait, on comprend que c'est pas vraiment ça l'histoire, puisque au bout du chapitre 12, on bascule en 2063, voire 2090, voire encore plus loin dans le temps. Et on apprend que Kokemaru est en fait Kedamame et que sa vraie profession, c'est d'être un genome hacker, je sais pas comment on dit, puisque donc l'humanité en 2090 a complètement utilisé, vidé de sa substance les gènes humains et que on a utilisé les génomes d'autres espèces pour pouvoir se reproduire et survivre. Et donc il y a des agents, des sortes de mercenaires temporels qui sont envoyés dans le passé pour chercher des gènes sains, des gènes sources, et pour voir à nouveau, faire en sorte que l'humanité puisse continuer à survivre. Et donc tout ça fait une sacrée tempête de crâne. Tu m'étonnes. L'auteur Yukio Tamai, c'est pas un inconnu au Japon. Ah non, pas du tout. C'est pas, on va dire, une grosse star. C'est un auteur qui est installé dans le paysage de création de manga. Ouais, c'est 20 ans de carrière, quelque chose comme ça, plus même. Oui. Enfin, il est né en 70, voilà, et il continue en fait de faire des petites séries. Il est très, et là, il s'intéresse beaucoup au vélo. Et notamment, il fait beaucoup de séries sur sa passion, donc le vélo, parce que il avait découvert qu'en devenant mangaka, il avait pris du poids et que c'était sa façon de retrouver la forme, de plus se sentir négligé. Et il y a beaucoup de mangas qu'il fait autour de ce sport. Il y a toujours un âge où on arrive comme ça. Et alors, Kedamame, pourquoi c'est bien ? Pourquoi tu aimes tant ce manga ? C'est très, très surprenant. Je pense que moi, il m'a marqué parce que je n'avais pas lu ce genre de mélange vraiment très poussé de plein de genres différents.
avec il y a des scènes de sabre, mais au bout d'un moment, les corps des combattants se transforment. Il y a des pinces de crabe, il y a des pattes d'animaux, il y a des bras en forme de tentacules de poulpe. Enfin, c'est vraiment très étrange. Et toute la partie science-fiction, voyage temporel aussi est très bien rendue parce qu'après, en 4 tomes, il couvre 2000 ans d'histoire. Donc, on se retrouve dans les années 30, puis à la fin de la guerre dans les années 45, enfin en 1945. Puis après, ça va être dans les années 2000 et encore après. Donc, c'était vraiment un mélange que moi, j'avais jamais vu. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, tu t'engages dans l'histoire. Tu te dis vraiment que tu vas avoir du truc de sabre fantastique, assez vu, mais qui peut avoir son charme. Hein. Et puis, au bout de 10 chapitres, boum, ça prend complètement une autre dimension. Et donc, c'est ce que moi, j'en avais retenu. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, quand on faisait nos tops annuels, on avait une catégorie qui s'appelait OVNI. Et il était dans cette catégorie OVNI Kedamame. C'était aussi un cas pratique pour savoir si les journalistes l'avaient vraiment lu ou pas. Parce que s'ils parlaient que du côté sabre. Ah oui, je me souviens, tu fais, c'est vrai. Toi, tu l'as pas lu. Toi, t'as lu le résumé de l'éditeur, mais t'as pas lu le manga. Et depuis, les résumés ont changé. Pourquoi c'est oublié ce manga aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il y a plein de raisons, mais là, on a évoqué déjà une certaine liste. Et pour ma part, je dirais que celui-là, il est vraiment complexe. Même si c'est 4 tomes, mais c'est trop dense en fait. Et il y a une concentration d'action, de concepts. Rien que le truc de devoir hacker des génomes que tu comprends pas vraiment comment ça se passe et que tu te rends compte que les agents mettre des bâtons dans les roues les uns les autres et qu'il y a une espèce de... Voilà, il y a aussi des problèmes en interne parmi les gens du futur et qui vont transposer leur bataille dans des époques passées et parfois créer des distorsions parce qu'ils apportent des technologies qui n'ont pas lieu d'être et ainsi de suite. Donc c'était vraiment compliqué et je pense aussi, après l'avoir relu, que le héros, il manque un peu de charisme. Enfin, je veux dire, il y a des séries qui ont ce genre de pitch très très alambiqué, mais qui s'en sortent quand même beaucoup mieux parce que je pense que les personnages ont une carrure, ont du charme et on s'y attache beaucoup. Alors que là, ça reste une histoire divertissante, mais plutôt anecdotique, quoi. Et pourquoi t'as choisi celui-là plutôt qu'un autre, là, maintenant ? Et parce que c'est le premier qui m'est venu à l'esprit quand on m'a posé la question. Parce que j'en avais plein d'autres, mais vraiment, ils étaient hors circuit. Enfin, ils sont plus commercialisés et plus du tout très difficile à trouver. Et celui-là, il est encore là. Et encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. D'autant plus que nous, il n'y a pas très longtemps, on a parlé de Sprite et de Babel, qui sont aussi dans cette veine de utiliser des choses qu'on connaît en tant que lecteur de 2025 qui aimons la SF et les récits historiques et de les combiner ensemble avec un dessin manga, ça peut toujours être super intéressant. Est-ce que tu as un petit truc en plus sur ce manga Kedamame ? En tout cas, en le relisant, le travail qui était fait sur le langage, donc tout ce vocabulaire autour des technologies du futur, sur les avancées du génome et des tripatouillages autour des ADN et tout ça, c'était assez intéressant. Et par exemple, le personnage principal se définit comme une anomalie. Effectivement, son corps est un mélange de toutes sortes d'ADN, de toutes sortes d'animaux différents. Et je trouve qu'il y a de moins en moins de mangas qui, même en japonais, se prennent le chou pour inventer ce genre de vrais récits alambiqués avec vraiment une terminologie très spécifique. Mais surtout le travail pour 4 volumes. Ouais, voilà, c'est ça. Et par exemple, il y avait une formule que j'avais trouvée très intéressante, c'est que, donc, au lieu de dire qu'il vient du futur, puisque même le mot futur est un concept finalement assez récent, donc les personnages du XIIe siècle utilisent le mot lendemain avec un L',
Et je trouvais que c'était une version, une façon très poétique en fait d'avoir traduit. Et le manga japonais. est lui toujours commercialisé, toujours disponible absolument partout. Oui, à 7,90 € et il est très, très facile à trouver. Kedama, mais aux éditions Glénat. Maintenant, parlons d'un manga qui est beaucoup moins sérieux. Ça s'appelle Monster de Nikichi Tobita. Monster X Monster, tu veux dire? Non, on donne pas le X. D'ailleurs, tu ne le vois pas écrit sur la couverture. C'est seulement. Je le vois, il est. T'arrêtes pas de bouger la couverture, on n'arrive pas à lire. C'est ça, ouais. Monster, édité chez Kyun en 2017, qui était prépublié dans le Shonen Sunday Super, dans lequel on a pu lire Alice in Borderland, par exemple. Les ventes de ce manga étaient vraiment pas ouf, tellement pas ouf que le titre a été mis en arrêt de commercialisation en janvier 2023. C'était il y a pas longtemps. Ça va. Non, mais tu me fous un coup de vieux en présentant ce manga. Comme un manga oublié, ouais. Ah ouais, évidemment. terrible. C'est Mais terrible. attends, mais il y avait des titres peut-être. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Alors, je vais vous faire le texte d'intro de ce manga. Vraiment, les premières lignes qu'on lit, les premières bulles qu'on lit. Il y a bien longtemps, ce monde était sous le contrôle des monstres terrifiants. Les hommes n'étaient que des proies chassées sans répit par ces créatures fantastiques. Mais un beau jour, certains ont osé se dresser devant elles. Ils ont affronté les monstres pour se libérer de leur joug et survivre. Plusieurs centaines d'années plus tard, cette guerre s'est muée en chasse et les monstres sont devenus des marchandises. Des cornes ayant le pouvoir de guérir, des yeux plus précieux que des joyaux, des plumes plus douces que la soie, toutes ces merveilles les faisaient rêver. Alors, tous les pays s'unirent sous la bannière de l'Empire et ce fut le début de la grande chasse. Et donc, les chasseurs, ce sont des bringers et notre héros n'en est pas du tout un. C'est ça, très j'aime dramatique. bien. Ça commence cette de première manière phrase. très dramatique et ensuite on rencontre le héros. Lui, c'est un it. Un tanguy. Je sais pas si on utilise encore ce terme de tanguy aujourd'hui. C'est un tanguy qui a jamais eu de boulot, qui vit chez sa mère depuis la fin de ses études. Et je vais vous lire un autre passage qu'on peut enchaîner entre l'intro qui est héroïque et puis le texte de rabat jaquette de l'auteur. Afin de dessiner correctement mon personnage lorsqu'il se cure le nez, j'ai passé pas mal de temps à faire la même chose devant la glace. Résultat, j'ai un gros bouton sur le nez, alors ne m'imitez pas. Ça donne le ton. 2 salles, 2 ambiances. Merci, Juan. T'es pas obligé de prendre des pseudos. 2 salles, 2 ambiances. Cet auteur, c'est un mec qui a l'air complètement taré, Nikichi Tobita. Il a commencé par le webcomics et à l'époque, tu sentais que c'était quand même un gros gamer, parce qu'il faisait des parodies de Dragon Quest. Et là, dans Monster, ça transpire le gaming partout. Et donc, c'est pas étonnant de l'avoir vu ensuite aux manettes du manga Elden Ring. C'est d'ailleurs sa série qui est toujours en cours actuellement, qui est publiée chez Mana Books. Il y a une autre série aussi à lui qui est dispo, qui est en 11 volumes, ça s'appelle Le quotidien d'une épée maudite. C'était aussi de la fantasy what the fuck, comme il sait très bien le faire, mais avec un mélange donc de chevalier, de magie et de smartphone dans une époque médiévale. Ça Même marche bien. de PSP, s'il dit pas de bêtises. ouais. Là, le titre, ça fait très. Même le pitch, ça fait pastiche de Monster Hunter, les jeux vidéo Monster Hunter. Et évidemment, il y a de ça, et c'est ça, c'est ce décalage qui est bien entre jeux vidéo très sérieux, très dangereux, et ce héros complètement débile, avec un décalage toujours époque médiévale et époque moderne. On a l'univers parfait de fantasy. Il se fait chier à faire un lore, il se fait chier à faire des designs de monstres qui sont incroyables. Et au milieu de tout ça, on a un héros qui est empoté, qui est glandeur, qui préfère jouer donc aux jeux vidéo plutôt que d'affronter des monstres. Parce que oui, c'est un univers médiéval fantastique avec des consoles de jeux aussi. Ouais, mais c'est aussi le concept du truc, c'est que la console vient d'un artefact. Tout à fait. C'est pas gratuit, tu vois. C'est pas juste on dit il y a des consoles de jeux. Je me souviens plus exactement, mais c'est une griffe de dragon ou quelque chose comme ça. Et donc au début, pour introduire le personnage, on a une série de chapitres un peu quiproquo avec sa mère qui le force à trouver un job, et lui il préfère claquer l'argent des frais de dossier de Pôle emploi. Dans ce monde, faut payer Pôle emploi pour trouver un travail. Non, c'est le Japon, ça. Oui, c'est ça. Et du coup, il va claquer sa thune dans un bar à hôtesse où il se fait arnaquer, évidemment. Ah, le Japon. Au bout d'un moment, on va comprendre qu'il y a une quête derrière. On va comprendre aussi que cet homme, ce gros débile, est pas dénué de pouvoir, mais juste il en veut pas. Il a la flemme. Ouais. Il a la flemme grave. Et à l'époque, j'avais trouvé ça super frais, ce manga. C'était pas quelque chose que j'avais déjà lu. On n'était pas tant dans la parodie que dans le manga sérieux, mais il y avait une espèce de mélange de tout ça que je trouvais assez curieux, assez frais, assez intéressant, quoi. Monster de Nikichi Tobita. Mais du coup, comment ça se fait que ce manga il soit oublié alors qu'il m'a l'air vraiment
actuel. On peut le lire maintenant, quoi. Parce que c'est de l'humour et l'humour c'est dur. L'humour, ça vieillit trop L'humour vite. c'est trop dur. Franchement, faire arrêtez durer. de faire de l'humour. C'est trop dur. La Sauf vie. Dr. Slump. Sauf Dr. Slump. Ouais, Oui. mais en même Bah temps, ouais, c'est bah. le maître. Il faut un contre-exemple. Non, mais alors, l'humour c'est dur, mais humour et fantaisie. Et puis après, maintenant, il est occupé. Il a une autre grosse série à faire. Oui, alors oui, mais bon, les gens peuvent lire aussi. Mais 3 tomes, c'était pas évident. À l'époque, on a vu qu'avec ces nouveaux titres, il y avait du potentiel, mais pas assez. C'était trop court. À l'époque, Et on n'était pas prêts. les lecteurs ne veulent pas de ça, en fait. Ne veulent pas d'un truc. Tu utilisais le terme parodique. Je vais reprendre le terme pastiche. Mais je pense que les lecteurs ne veulent pas ça à ce moment-là. Alors que maintenant, je pense que les lecteurs sont beaucoup plus habitués à un truc second degré. Tu sais, on est passé dans un monde où il y a eu pas mal de films méta sur la pop culture et compagnie. Et c'est pour ça que je pense que oui, il marche très bien maintenant. Mais à l'époque, les gens lisaient des mangas pour avoir des trucs sombres, des trucs aventureux. Ouais, puis en ou plus, ce qu'il fait on là. a quasi que de la comédie dans ce qu'on sélectionne au final. Il a Ah ouais, fait- le couvent des damnés, c'est Ah bon, oui, c'était c'est vraiment plus drôle déjà. Non, mais le pire, en fait, Kedamame ou le problème entre guillemets, c'est qu'il a créé son lore et en fait ça c'est génial d'avoir fait ça, sauf que c'est compliqué de faire rentrer les gens dans un manga, dans un lore que t'as créé avec autant de décalage, autant de parodies, sauf qu'aujourd'hui avec Elden Ring c'est un peu plus simple pour lui de faire Oui. ce qu'il faisait, alors en plus avec l'expérience, Oui. mais dans un monde qui est préexistant comme ça c'est déjà plus facile pour Et il sait que l'accès. les gens qui vont l'acheter et le lire savent déjà de quoi on parle, tu vois. Alors que là, effectivement, faut les faire rentrer. Mais les Elden Ring, je les ai pas lus pour le coup, mais ils sont humoristiques. Ouais. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est que maintenant, tu sais, Elden Ring qui est un truc dark, fantasy, sombre et compagnie, il y a déjà plein de vidéos YouTube avec la communauté qui en a fait quelque chose de drôle. Donc maintenant, oui, c'est accepté de faire ça. Mais à l'époque, non. Non, puis en plus, il y a une vraie, enfin, il y a une vraie quête, il y a une vraie aventure, il y a une vraie fin. Il y a en 3 tomes, il a aussi vraiment à tout placé, quoi. C'est ça qui était assez incroyable. Et quand on a parlé de Monster il y a un mois maintenant, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ce manga. Donc Bizarrement. on C'est a pour fait ça une que tu t'es émission dit sur. tu veux le faire sortir de l'oubli parce qu'on a reparlé de Monster. Tout à fait. Que les deux n'ont rien à voir. On a fait cette émission sur Monster de Naoki Urasawa et j'ai pas arrêté pendant toute la préparation de l'émission, j'ai pas arrêté de penser à Monster. Et donc voilà. Ouais, parce que tu pourrais dire il y a un nouveau Monster Hunter qui est sorti cette année et ça aurait pu t'y faire penser aussi. Mais Ça il aurait- en a mais pas aucune du idée. tout, quoi. Mais il en j'en a ai aucune idée. En effet, je n'ai vraiment aucune idée de Monster Hunter, de Monster Orage, de Monster. Je sais pas. Ok. J'ai aucune idée. Et du coup, c'est en arrêt de com, mais ça va, c'est pas trop galère à trouver. Non, les 3 tomes pour l'instant ils se vendent encore à bon prix. Après cette émission, évidemment, tout le monde va se jeter Bah dessus. oui, Alors ça va c'est faire ça. monter les prix. Donc Les cours dépêchez-vous. de la bourse. Dépêchez-vous. Les cours de Monster vont vraiment beaucoup augmenter, mais pour l'instant c'est accessible en effet. Et on peut même en trouver encore quelques-uns en stock dans certaines librairies à droite à gauche, qui les ont gardés précieusement, ou qui les ont oubliés au fin fond de leur Bah moi, je leur suis content. trésor, tu dis. Je les ai encore. Monster donc aux éditions Ki-Un place maintenant un manga qui n'a rien à voir, qui est pas du tout sur l'humour, qui s'appelle La Tour Fantôme, Julie. Oui, et c'est pas trop lol là pour le coup. Oh, attends. Vas-y, lance. Alors, c'est une série donc écrite par Taro Nogizaka, qui est aussi issue donc d'un magazine de chez Shogakukan, puisqu'il s'agit du Big Comics Supérieur. Tiens, et je crois qu'ils ce sont ceux qui ont édité Babel, The New Hackenden, et qui était donc proposé en France chez Glénat, et qui s'est terminé en 9 tomes. À l'époque, je pense que ça avait un petit peu marché, ça avait quand même. Ça avait même cartonné, ouais. cartonné. Oui, voilà, tout est relatif. Tout hein, à est chaque relatif, mais ça s'était vraiment pas mal vendu au tout début. fois. Bah, petit rapprochement avec le titre de Robin. Ça a été lancé en grande pompe quand même. Alors peut-être pas au même niveau que le Couvent des damnés, mais c'était un enjeu quand ça a été lancé. Oui, et puis je pense qu'il y avait aussi une dimension, c'est vraiment très seinen, c'est très littéraire aussi. Enfin, et graphiquement, c'était un peu, Ouais, un peu bizarre. différent. Je me souviens qu'ils avaient vachement misé sur la patte graphique quand même, de dire vraiment c'est un peu un truc d'esthète, tu vois. Je me souviens. Mais tu vois, si pour l'époque, avec la totalité des couvents des années, on devait atteindre les 50 000, là on touche à peine les 20 000 pour Ouais. plus de volume. Aïe.
Ouais, le manga d'esthète, bam. En tout cas, alors donc ça parle de Taichi, qui est un jeune homme passionné de romans de garde, romans qui parlent de choses étranges, un peu gore, un peu érotique, qui était donc ce qui était très à la mode dans les années 20. Et il se fait un peu embarquer, malgré lui, dans une chasse au trésor macabre, puisqu'il rencontre donc Tetsuo, qui lui parle d'une fameuse tour dans laquelle serait caché un magot, qui a été dont il a entendu parler suite à un meurtre commis par la mystérieuse Reiko, qui donc aurait tué sa mère dans cette espèce de tour sinistre, avant de se suicider elle aussi. Et la question est de savoir où est le trésor, et plein de protagonistes vont entrer en scène, tous les plus bizarres les uns que les autres, beaucoup de gens très tordus, on ne sait jamais sur quel pied danser, et Taichi va devoir donc petit à petit résoudre les énigmes, trouver qui sont les gens à qui il s'adresse pour trouver ou pas ce fameux trésor. C'est signé donc Taro Nogizaka, un nom dont on a déjà entendu parler. Alors, pour le coup, ces œuvres sont, je crois, toutes traduites en français. On a Team Medical Dragon, le 3e Gédéon, c'était lui. Et sa dernière série en date, c'est donc Pour le pire, qui parle donc du mariage comme d'une chose dangereuse. Que j'adore. Ouais, je trouve que oui. Qui est à mourir de rire. Je sais pas, mais si, c'est drôle quand même. Ah bah oui. Ouais, enfin. Mais il y a toujours ce tranchant. Oui, on est d'accord qu'il y a une frontière, qui peut-être et il aime bien pas trop marcher sur ce fil entre tout peut basculer d'un côté visuels, très tragique ou très drôle. Et donc là, l'auteur vient de sortir un nouveau titre au Japon, mais vraiment c'est tout chaud. Il y a juste le premier chapitre qui est en ligne, et donc apparemment ça raconte l'histoire d'une jeune lycéenne athlète, mais qui voudrait ressusciter ou redonner sa gloire à une ancienne de son club. Ça a l'air assez sombre, encore une fois, mais avec une énergie très mordante et très qui peut basculer à tout moment dans quelque chose de drôle. Pourquoi t'étais fan de la Tour Fantôme ? Parce que moi j'aimais bien déjà cette ambiance-là, effectivement. Et il y a vraiment une ambiance rétro. Je vais utiliser le petit résumé que j'avais trouvé donc sur Mangavore, puisqu'il parlait d'ambiance rétro, sensuelle, délicieusement morbide. Et c'est exactement ça. C'est Robin qui disait le trait et les graphismes sont très élégants, presque féminins, on va dire. Mais les ambiances, les actions sont horrifiques. C'est toujours des trucs, des meurtres abominables, des pervers qui essayent de manipuler les gens, de les enfermer. Il y a vraiment une espèce de dédoublement à chaque fois de ce qu'on nous montre et ce qu'on cherche dans le récit. Et c'est vraiment comme je disais tout à l'heure, bourré de références finalement littéraires, parce que c'est l'adaptation en manga d'un roman japonais qui est lui-même une adaptation d'un roman anglais. Donc c'est vraiment les poupées russes à ce niveau-là. Et tout ce qui est le Edogawa Rampo, donc on en parle parfois de la personne, l'auteur qui a amené le genre policier au Japon, et qui a toujours essayé de teinter en fait ces histoires de mystère, mais presque fantastique en fait. Donc on trouve inspiration très ça. Anglaise au final. Oui, mais le roman à la base, c'est A Woman in Grey, je crois, et qui est un roman anglais. Donc c'est saloperie d'époque victorienne. Ouais, écoute. Mais c'est marrant de voir à quel point le Japon et ce genre de littérature-là se sont bien trouvés, quoi. Pourquoi, à ton avis, ce manga est tout oublié aujourd'hui ? C'est dommage. Je ne sais pas, mais je pense que c'est ce que moi j'appelle la théorie de l'empilage. C'est juste qu'une série en chasse l'autre. Là, c'est un auteur qui, en plus, ne chôme pas. Et moi, je trouve que c'est un bon exemple de cette question que des fois je me pose. Auteur d'une série ou de plusieurs séries ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'on va empiler les séries, les œuvres, les idées, ou au contraire rester coincé dans un univers ou dans un monde qu'on va créer et dans lequel on ne pourra pas sortir, quoi.
Ouais, mais tu vois, c'est intéressant parce que quand tu prends les deux séries, La Tour Sombre et sa série actuelle, je trouve qu'il y en a une où on est dans de l'horreur, dans laquelle il a ramené un côté un petit peu sentimental, on va dire, voire érotique, comme tu dis, à certains moments, alors que Pour le pire, c'est exactement l'effet inverse. Il est parti d'un truc, une situation basique actuelle, c'est-à-dire le mariage, et dans laquelle il a incorporé des éléments hyper sombres, tueur en série, c'est un et thriller, compagnie. Et je trouve que c'est vraiment passionnant ce mix qui s'évertue à faire à travers ces séries, quoi. Alors t'as dit La Tour Sombre, c'est La Tour Fantôme, hein, La Tour le Sombre, c'est manga. Stephen King, c'est Oui. pas ouf. Exactement. Ne lisez pas ça. Pourquoi on le sort de l'oubli maintenant, La Tour justement? Sombre. Non, La Tour Fantôme. En fait, je pensais à The Strange House qui vient de paraître chez Kana et qui reprend en fait cette même combinaison, on va dire, d'éléments étranges, bizarres, avec architecturaux, parce que bon, malgré tout, il y a quand même une histoire de tour, quoi. Et il y a un mystère lié à la tour, même architecturalement parlant, je crois. Oui, après ça devient une sorte de labyrinthe. Ouais, c'est ça. Et ils sont Ah oui, non, jetés mais t'as dedans raison, t'as et- complètement raison. Bah, merci. Je suis contente. Enfin, moi, je me souviens aussi d'un passage où ils sont dans une espèce de village craignos qui, du coup, tu vois, après coup, fait penser à Gannibal. Parce qu'il y a les psychopathes du coin qui leur imposent une espèce d'énigme bizarre sur voilà, un meurtre qui a eu lieu dans une grange et ils vont être vraiment, comment dire, soumis à cette épreuve et il y a toute cette ambiance toujours de on sait jamais à qui on parle et les gens sont tous barrés. La Tour Fantôme, c'est aux éditions Glénat et c'est donc absolument disponible partout, toujours imprimé, Oui. toujours réédité. Oui, 7,90. Okud est le dernier manga de nos mangas oubliés cagnards. Okud, un manga signé Tomi Otsuka. Exactement, Okud, un manga qui a été édité par Media Factory au Japon et qui a été édité en France par Doki Doki. C'est une série finie en 8 tomes. Et alors je vais vous expliquer très simplement de quoi ça parle. Okud, en fait on est sur un biopic historique sur un personnage qui s'appelle John Okud qui vivait au XIVe siècle et en fait il est considéré comme le tout premier mercenaire de l'histoire. Et en fait, on va juste suivre le destin de John Okud dans le conflit armé entre la France et l'Angleterre pendant la guerre de 100 ans. Un manga donc totalement historique qui est signé par Tomi Otsuka qu'on a déjà vu sur d'autres titres. On l'a vu sur d'autres titres et aucun rapport. Il avait signé Slayer Knight of Aqualord chez Kiun et je me souviens que j'ai lu ça au tome 1. Je me souviens avoir lu le tome 1 mais j'ai plus aucun souvenir maintenant. Et encore plus bizarrement maintenant, il a signé Le Magicien d'Oz chez Nobidobi. Donc vraiment aucun rapport. Alors si je ne dis pas de bêtises, Slayers qui a déjà été dans nos mangas oubliés, Mais oui. sélectionné par Johnny. Évidemment, mais c'est marrant parce que sur internet j'ai vu cet habitué du manga de fantasy là, ouais, enfin il y a quand même une différence entre Okud et Slayers. Après c'est pas sur la même Slayers chose. il était juste dessinateur, c'est l'adaptation de l'animé. Oui, c'est vrai. Mais bon, il y allait quand même, quoi. Oui, bah bien évidemment, il n'est pas refusé. Et du coup, j'avais envie de parler de cette série parce que, en fait, je pense que pour tous les fans de seinen d'histoire, et attention, je parle pas des relous qui veulent apprendre des trucs, mais ceux qui aiment bien les récits historiques, bah, je pense que c'est vraiment un manga par lequel il faut passer. Tous ceux qui aiment les récits historiques où il y a énormément d'action, où il y a beaucoup de stratégie, bah, pour moi, Okud fait partie des titres assez logiques. Alors, t'as évidemment l'ombre de Vinland Saga qui plane parce que c'est un récit qui est très dur, qui est très noir, avec des personnages qui sont ni gentils ni méchants, qui sont plus juste humains. Et par contre, si tu ajoutes la dimension stratégie militaire, on est vraiment dans Kingdom, quoi. Donc si vous êtes un lecteur de Kingdom ou de Vinland Saga, essayez de vous procurer cette série parce que Moi je vois pense l'ombre que- de Isaac aussi. Oui, Ah, c'est beaucoup. vrai, ouais, carrément. Autre manga oublié. Ouais, mais je peux pas te Ouais. laisser Est-ce dire que, ça. est-ce que Isaac, c'est déjà un manga oublié? Mais non, mais Isaac, on apprend des trucs de ouf dedans. Ouais, mais Bah ouais, bah t'es relou. Okud, moi Bah, je c'est- ouais, je mais le bon, connaissais pas, rien que lui déjà je le... T'as quand même un sniper arquebusier, c'est bon, c'est pas non plus Ouais. giga réaliste, quoi. C'est... Non, mais j'avoue qu'en plus, au coup, t'apprends des trucs et c'est assez obvious les trucs que t'apprends, mais tu les apprends plus d'un point de vue historique, on va dire. Bah quoi. déjà t'apprends l'existence de Monsieur Okud. Mais j'adore ce concept de
En fait, c'est le premier qui a trahi, quoi. C'est le premier mercenaire, tu vois. C'est qui allait se battre pour l'armée française et qui derrière, une fois que l'armée anglaise était en galère, il a dit bah attendez, il y a peut-être un truc à faire. Il y a peut-être un billet, un billet à Je prendre. trouve ça assez génial, ce côté, le premier mercenaire de l'histoire, quoi. Pourquoi on a oublié ce manga, à ton avis? Moi, je dirais que c'est parce qu'il est sorti trop tôt. C'est une excuse facile, mais il y a aussi le fait que Doki Doki n'est pas connu pour ses récits historiques, ils sont connus pour plein d'autres choses et Les plein chats. d'autres choses qui font d'autres choses que les récits d'animaux aussi. Mais c'est vrai que je pense que Doki n'est pas estampillé comme éditeur de récits historiques. Et juste peut-être qu'il y a eu un truc de pas confiance, tu vois, du lecteur, de dire je sais pas si Ou même des ils libraires. ont ou des libraires s'ils ont le goût pour faire ce genre de choses là, quoi. Et pourquoi on le sort maintenant de l'oubli? Déjà parce qu'il est encore dispo. Et comme je le disais, je pense qu'il est sorti vraiment trop tôt parce que même ces dernières années, tu vois, il y a pas mal de gens qui ont découvert Vinland Saga, Kingdom encore une fois, mais grâce à l'animé. Et du coup, qui se disent, alors évidemment, c'est des bangers absolus de cette catégorie. On parle même pas de vagabond là-dedans, mais je pense que c'est encore une question de maturité du lecteur, de dire, en fait, maintenant, ce genre de titres, ils peuvent foncièrement commencer. Mais sauf que celui-ci, il parle de la France. Et c'est toujours trop cool d'avoir des Japonais qui parlent de la France. Ils font à moitié n'importe quoi. T'as des trucs qui sont hyper vrais dans ce genre de manga historique, mais en même temps, t'as des trucs où tu te dis, ouais, ça c'est la manière dont toi tu vois les Français. Est-ce qu'on voit Jeanne d'Arc ou c'est trop tôt ou trop tard? Je me souviens plus. Si on voit Jeanne d'Arc. Non, mais par contre, ils ont Marie-Antoinette, Power Marie-Antoinette chez Doki Doki, si jamais tu veux d'autres persos. Ça aussi, c'est historique. Peut-être moins historique, elle fait de la muscu. Et oui, mais alors Marie-Antoinette faisait de la... Ah non, pardon, Ah. on me dit que c'est une fausse information. Je suis en train de Qu'il donner. mange des pompes. Est-ce que tu as un dernier mot au sujet de ce manga appelé Hawkwood? Oui, ça va être un mot un petit peu vague parce qu'en fait, l'auteur, il est encore actif et il a publié une nouvelle série en 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Par contre, c'est avec une série qui a un titre à rallonge qui est imprononçable. Franchement, j'ai eu la flemme de le noter et surtout la peur de jamais réussir à le dire correctement. Et c'est tiré d'un light novel, mais on est dans un truc de fantasy avec des bonnes meufs. Je peux pas le dire. Rien à voir avec Hawkwood, quoi. Rien à voir avec Hawkwood. Je peux pas le dire différemment. J'ai vu les visuels. Qu'en J'étais plus, là. il y a des scènes de combat qui étaient trop bien dans Mais Hawkwood, oui, c'était quoi. hyper bien chorégraphié. et En tout, termes et- de dessin, ça envoyait, quoi. Encore une idée de cadeau de Noël au final. Si vous connaissez quelqu'un qui aime les mangas, blablabla, mais vous dites qu'il en a lu beaucoup, prenez au coude, je vous assure, il connaît pas. Après Noël, c'est après-demain. Dépêchez-vous, il faut qu'il l'ait en stock, le libraire. C'est dommage quand que même. tu sois pas là pour l'émission shopping de Noël où il y a vraiment quelqu'un qui demandait un truc sur la stratégie militaire et tout. Ah, mais oui. Mais je vous avais répondu, je vous ai dit Yon. C'est vous qui avez pas Oui, c'est celui-là fait dont passer on- mon message. C'est nous qui avons décidé d'ignorer absolument totalement cette réponse. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. On vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année, des fêtes de fin d'année qui seront avec nous. Bien sûr. Bah oui. Et ouais, on sera là mardi prochain, on sera là le mardi d'après. On est là tout le temps. Tout le temps. Tout le On lâche temps. pas. C'est 2026, tout Mais le vous temps. savez pas du tout ce qui va vous attendre dans les émissions. Nous non plus. Monsieur, on sait, on a une Programme vacances, programme détente. On va se marrer. On a une liste à points, une liste de bullet points avec des choses à dire. Bon, ça a l'air pas marrant comme ça, une liste à points, mais on va se marrer. Non, mais pour nous, c'est très clair. Merci d'avoir écouté cette émission. Passez de très bonnes fêtes, un joyeux Noël. Si vous écoutez cette émission après Noël, on espère que vous avez été gâtés et que vous vous êtes bien fait plaisir. Reposez-vous, lisez des mangas et à la semaine prochaine. Ciao, salut. Joyeux Noël! Salut.